Peut-être juste mettre votre fauteuil face au... Voilà, comme ça, les rangs de droite nous verront. Bonjour, quel honneur aujourd'hui de présenter ce débat qui sera peut-être plutôt qu'un débat entre l'un et l'autre, l'occasion de rebondir mutuellement sur les propos. Ça ne sera pas un débat contradictoire, ou peut-être un peu, la suite nous le dira. C'est un immense honneur, et quand on m'a dit est-ce que tu serais d'accord de venir modérer cette table ronde, je pars en vacances demain, au début je me suis dit ça va être difficile, et on m'a dit c'est donc un débat avec Anne Niva et Éric Neveu. Et là j'ai arrêté d'hésiter et j'ai tout de suite dit oui, parce que vous avez aujourd'hui devant vous sur cette scène deux mondes, d'un côté la sociologie et de l'autre le journalisme, qui sont aujourd'hui incarnés par deux personnalités absolument extraordinaires, qui ont été pour moi en tout cas de vrais modèles dans ma pratique. Et c'est vraiment en tant qu'alumni qui a eu des cours avec Madame Niva, qui me suis inspirée de la sociologie du journalisme de Monsieur Neveu, c'était une évidence aujourd'hui de venir et de vous écouter et de passer la parole. Je fais partie de la volée 2010 de la JM, donc qui a eu Madame Niva comme enseignante. Moi, j'ai un souvenir, on a parlé tout à l'heure dans une des vidéos, je crois, des talons aiguilles. Moi, j'ai souvenir que... Voilà, aujourd'hui, c'est les baskets. J'ai souvenir que vous êtes rentré dans cette classe, que vous avez enlevé votre manteau, qui est un grand manteau de fourrure, posé comme ça à côté. On s'est tous dit, peut-être qu'il vient, Dieu sait, peut-être que ça vient de Tchétchénie, on sait pas. On s'est posé plein de questions en tant que journaliste. Non, et tout d'un coup, l'attention a été totalement captée, et c'est un cours qui nous a appris à aller sur le terrain. C'est un cours qui a réussi l'exploit de nous faire de l'immersion, qui avec les castors, qui avec des médiums, qui avec la main tendue. Et pour ce qui me concerne, c'était un reportage qui m'a marqué pour les années à venir sur la médecine légale. Ah oui, vous avez été dans une morgue. Dans une morgue, oui. Tout à fait. En immersion pendant une semaine. Voilà, sachez-le, quand vous avez un cours avec Anne Niva, vous ne savez pas où vous allez finir, jamais. Donc voilà, on va voir où nous mène notre discussion du jour. Et l'autre anecdote que j'ai, c'est qu'une connaissance a récemment pris des études dans le cadre du journalisme, et quand j'ai appris ça, je lui ai dit, il y a un bouquin que tu dois lire, et c'est le premier, et c'était votre livre sur la sociologie du journalisme. Voilà, donc voilà. Il faut en lire plusieurs, bien sûr, lisez tout, mais voilà, c'était un bon moyen de commencer, et ces anecdotes sont tout à fait véridiques. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler des motifs et enjeux de l'explication de l'information, parce que le journalisme se raconte, comme on l'a vu aujourd'hui. L'idée, c'est de voir ce que peut nous apporter un recul sociologique et historique sur l'évolution de la façon dont les journalistes relatent leur métier. Et en cela, donc, nous allons écouter vous d'abord, Monsieur Neveu. Puis nous allons rebondir avec une vision plus de terrain de Madame Niva. Éric Neveu, qui est donc professeur de sciences politiques au sein de l'équipe d'AREN CNRS à Rennes. Je ne me trompe pas, voilà, c'est bien. Depuis 30 ans, vous menez des recherches sur le journalisme et son rôle dans l'espace public, avec notamment une analyse des évolutions de la mise en scène du politique à la télévision, cela afin de questionner plus largement le journalisme politique. Et au fil des années, vous avez élargi vos intérêts vers une sociologie plus générale du journalisme. Vous dites volontiers que c'est donc une sociologie, non pas pour les journalistes, mais du journalisme, qui n'est pas là pour juste donner des clés à une profession, mais pour permettre à tout un chacun de réfléchir sur cette profession qui est absolument essentielle. Et aujourd'hui, vous travaillez sur la question de formes dites littéraires ou narratives, telles que celles dont on a entendu parler plus tôt, des formats slow ou lents, avec la question du new, voire du new journalisme. Voilà. Bienvenue à ce débat. Ensuite, donc, Anne Niva, qui est grand reporter, indépendante, qui est connue pour sa couverture sur des terrains en guerre, la Tchétchénie, l'Afghanistan ou l'Irak notamment.
une longue proximité avec le terrain en guerre qui l'a mené récemment à aller simplement en France. Alors, ça n'est pas le même genre de guerre qui se mène en France. On a plutôt la question d'économie qui lamine peut-être certaines parties de la France ou moins. Et vous êtes allé à la rencontre donc de civils de l'Hexagone, auprès de Français chez qui vous avez appliqué ce que vous avez toujours fait sur les terrains en guerre, c'est-à-dire de vivre avec les personnes et de faire de l'immersion. Preuve que voilà, ce qui a été appris en Tchétchénie dans les années fin des années 90, qui vous a permis d'écrire notamment Chienne de guerre, qui vous a valu un prix Albert Londres quand même, vous a permis aussi d'aller simplement faire du journalisme de proximité chez vous. Voilà, bienvenue. Ce débat comprendra une partie de questions du public. On va juste commencer par quelques interventions ici. Ça va nous mener jusque sur le coup des 18h, voilà, pour donner le cadre de cette discussion. Monsieur Neveu, on vous écoute. Okay. Alors, je vais peut-être commencer complètement hors sujet. J'ai mal compris la question qui m'était posée. Et donc, on me demande comment s'exerce la réflexivité et comment communique cette réflexivité vers leur public, non pas les journalistes, mais les universitaires. Je dois travailler depuis presque 30 ans dans la même institution. Et au fond, si j'essayais de me demander qu'est-ce qu'il y a eu comme grand moment de réflexivité collective où on s'est demandé ça sert à quoi le travail qu'on fait, on va enseigner quoi aux étudiants, à quelle fin, quelle place on fait à la recherche, est-ce qu'on la livre à la critique rongeuse des souris ou est-ce qu'elle a d'autres usages sociaux? Bon, ça on l'a pas mal fait au début, mais parce qu'on était une institution qui se créait, donc cette espèce de magie des moments fondateurs. On l'a probablement fait dans les deux cas dans l'histoire de mon institution où il y a eu des élections disputées pour la direction de l'Institut. Bon, et comme récemment, notre direction bien-aimée a eu la très bonne idée de faire intervenir 2 fois les CRS dans l'établissement, ça a ranimé une forme de réflexivité. Mais bon, je n'irai pas jusqu'à soutenir qu'on n'a jamais réfléchi à rien dans l'entretemps, mais on est plus dans des régimes de routine, une forme de pilotage automatique de l'institution. Donc, ce que je veux souligner par là, c'est que, contrairement à un cliché qui veut que la réflexivité, spécialement chez les intellectuels, enfin, qu'est-ce qu'il y a de plus intellectuel que les universitaires, vous en conviendrez, soit une espèce de régime fébrile et permanent. Non, c'est pas vrai. C'est plutôt cette réflexivité, quelque chose qui se déploie dans des moments particuliers qui peuvent correspondre à des cycles, à des séquences de tension, à des moments où ce qui va de soi déraille. Alors, si je dis ça, et si je parle là-dessus, il y a plusieurs raisons. La première, c'est peut-être pour poser sur un bon pied une discussion entre quelqu'un qui est supposé être du côté de la théorie et quelqu'un qui est supposé être du côté de la pratique. Enfin, je pense que la capacité à réfléchir, et plus encore à ne pas réfléchir, est très bien partagée dans nos deux professions. Et je pense qu'un autre point, au fond, ça serait de nous mettre collectivement en garde, je vais employer des grands mots, mais contre des formes d'ethnocentrisme intellectualiste qui voudraient que, en quelque sorte, la posture normale chez les êtres humains, et qui est de plus en plus normale au fur et à mesure qu'ils ont Bac+2, Bac+3, Bac+5, c'est d'être sans arrêt dans la posture du penseur de Rodin. Il y a une citation de Leibniz que Bourdieu utilise beaucoup. Il dit, c'est Leibniz qui dit ça, nous sommes empiriques dans les 3/4 de nos actions. Enfin, je pense que le pourcentage est encore beaucoup trop bas. Bon, ce qui veut dire par là, et ce qui me paraît tout à fait empiriquement vérifiable, c'est que dans la majorité des situations, nous sommes efficaces, nous pouvons même être très efficaces, voire virtuoses, sur la base de savoir-faire, de routine, d'automatisme, de dispositions incorporées. Si j'essaie de traduire ça, je pense par exemple à un classique de la sociologie du journalisme qui est le bouquin de Gantz, Deciding What's News, où il montre en observant une rédaction, alors c'est encore l'époque des téléx et du papier, comment les journalistes, avec une sûreté confondante pour un observateur extérieur, récupèrent des dépêches, certaines comme un espèce de talisman, ils savent qu'ils vont faire un bon papier avec, et comment le gros part dans la poubelle. Et
quand ils leur demandent de justifier leur choix, ils ne sont pas toujours très à l'aise. Mais de la même façon, d'ailleurs, que si vous me demandiez ex abrupto de vous faire une conférence sur comment on écrit un article scientifique, là, je vais commencer sérieusement à bafouiller, alors qu'éventuellement, si je suis en situation, je pense que je vais arriver à en faire un. Donc, ce que je veux suggérer par là, c'est que, au fond, nous pouvons être très intelligents, très efficaces, très pratiques, sans avoir cette réflexivité explicite, verbalisée, dont on n'a pas un besoin en permanent, et qu'elle est peut-être d'autant plus difficile à atteindre que dans une grande diversité de métiers, notamment les nôtres, chacun à leur manière, nous sommes pris dans des logiques où tout conspire à ce que nous n'ayons pas le temps, la sérénité, c'est la pression des délais, des tâches multiples. Si on n'est pas tout le temps réflexif, c'est que la réflexivité, ça peut être désagréable. C'est aussi ça qui fait remonter à la surface les dirty little secrets de notre profession, je sais pas, qui peut arriver, sûrement très rarement, qu'on fasse une interview à un moment où on nous le suggère dans le jeu de dons et de contre-dons parce que on a eu du off avant. Bon, il arrive jamais dans le milieu universitaire qu'on fasse des comptes rendus de complaisance sur les listes les livres des collègues ou qu'on dégomme un doctorat en soutenance pour régler des comptes avec d'autres collègues. Si on devait réfléchir à nos pratiques, il faudrait s'avouer ces choses-là et c'est déplaisant. Qu'est-ce qui fait qu'on réfléchit pas tant que ça ? Le fait que très souvent aussi la division sociale du travail fait qu'on nous dit toujours c'est ceux qui sont à l'échelon du dessus qui sont payés pour réfléchir et beaucoup moins vous, donc il y a toujours ce renvoi. Bon, et puis je reviens à ce point de départ, au fond, quand on fait académique as usual ou journaliste as usual, souvent ça marche. Mais précisément, ce qui est en train de changer, je pense de manière très violente et très difficile dans le monde journalistique au premier chef, c'est que tout un ensemble de changements font que les routines ne marchent plus, que ce qui était canonisé et institué, ça se dérobe sous nos pieds. Bon, je pense que je ne vais pas développer ici tous les éléments de ce qu'on appelle scénographiquement la crise du journalisme, ils vous sont familiers. Alors, effectivement, j'arrive plus directement à la question posée. Est-ce que le fait pour les journalistes d'inventer des façons d'intégrer à destination de leur public une espèce d'intelligibilité de la façon dont l'information est produite, des contradictions, des tensions dans lesquelles ils sont pris, c'est quelque chose de pertinent. Est-ce que ça peut redonner confiance dans le journalisme ? Je suis convaincu que oui. Personnellement, j'ai toujours eu la conviction que une critique, alors ce que j'appelle critique, c'est pas démolir, c'est essayer à la fois de comprendre, se mettre en quelque sorte dans la tête des autres ou de ses proches et de se dire qu'il y a de bonnes raisons pour qu'ils fassent ce qu'ils font, et d'expliquer au sens de dégager des systèmes de causalité qui dépassent les bonnes ou les mauvaises volontés individuelles. Et il me semble que la manière la plus pertinente de faire une critique du journalisme et éventuellement de désarmer des modes de lecture critique qui sont impertinents, c'est de poser la question comment travaillent les journalistes. C'est-à-dire, c'est quoi les contraintes dans lesquelles ils opèrent, c'est quoi les moyens dans lesquels ils disposent, qu'est-ce qu'ils ont appris, quelle est leur trajectoire sociale, quel est le rapport de force qu'ils nouent avec les sources, quelles représentations se font-ils de leur public, quels effets pratiques ont les opérations de réduction des effectifs ou de coupes budgétaires dans les rédactions. Pour être très pratique, j'ai plus la date, mais l'année où sur France 2, il y a ce reportage qui fait onde de choc, où on retrouve des seringues dans une équipe cycliste. J'ai peur que son sponsor ait été helvétique, mais peu importe. Bon, il se trouve que ça n'est pas le service des sports qui lève le lièvre. Or, le service des sports savait très bien qu'ils ne buvaient pas que de l'eau de Contrexéville pour faire leur performance, mais ils ne pouvaient pas être à l'origine du dévoilement à cause de la proximité avec les sources. Réfléchir et expliciter cette question du rapport avec les sources, c'est un exemple. Bon. Et je pense qu'effectivement,
une manière extrêmement féconde pour des journalistes tout à la fois de faire leur travail au mieux de leur talent et de leurs possibilités et de rendre intelligibles éventuellement les limites, c'est d'expliciter ce système d'interdépendance. Si là encore je donne un exemple, je pense à un livre que je trouve remarquable, mais il a aussi fait des papiers dans Le Monde, de Philippe Ridet, qui s'appelle Le Président et moi, où il raconte ce que ça veut dire que d'être la personne en charge de couvrir Sarkozy pendant la présidentielle qui va aboutir à l'élection de Sarkozy, et tous ces jeux de séduction, de don, de contre-don, de résistance, de tordre le bras, de cajoler, et comment on gère ce type de situation. Où les étudiants qui m'ont suivi en cours m'ont entendu parler des travaux d'un journaliste du Wall Street Journal, Dan Starkman, qui explique comment, non pas par paresse ou par incompétence, mais par des jeux d'interdépendance, par la définition de ce qu'est l'information solvable que les acheteurs du côté du monde financier vont vouloir, comment le journalisme économique et financier aux États-Unis a été très largement émasculé et n'a plus aucun potentiel critique. Donc, bien entendu, cette démarche dont on a parlé à plusieurs reprises depuis ce matin, je la crois essentielle, et tant mieux que se multiplient les sites, les pages, les rubriques qui contribuent à produire cette intelligence du journalisme en train de se faire. Il me semble aussi qu'il faudrait qu'on trouve l'équivalent du Prokofiev de Pierre Elloup en matière de journalisme. Vous savez, ce truc qu'on fait entendre aux enfants et qui explique, voilà, ça c'est la musique d'un basson, ça c'est une flûte. Ça serait très bien que cette espèce d'exercice d'apprentissage des pupitres qui fonctionne dans les écoles de journalisme, il soit aussi diffusé, c'est-à-dire sans infliger à qui que ce soit un cours qui serait forcément très ennuyeux sur les formats du journalisme, mais arriver à populariser qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec de l'infographie, du reportage, l'entretien avec un expert, des photos, bon, et notamment d'essayer de corréler ce que j'appelle le versant du comprendre et le versant de l'expliquer à ces différents genres. Je vous renvoie à un livre récent, traduit en français voici peu, de Rod Benson sur la couverture de l'immigration, où il montre très bien comment cette dimension polyphonique où on fait concourir différentes façons de faire du journalisme est quelque chose qui produit de la clarté. Et puis, il me semble aussi, là je reprends une formule de l'appel de l'anniversaire, faire comprendre comment d'autres que moi n'ont ni mes compétences, ni mes méthodes, ni ma formation, ne peuvent pas faire aussi bien en se passant totalement de moi. Bon, excellente question. Alors, ce que j'ai peur, c'est que selon une bonne vieille tradition, ça serve à dire repoussons les amateurs, les imposteurs, les blogueurs. Bon, il y a des problèmes de définition de frontières à poser, mais peut-être que cette opération pourrait aussi consister à faire le ménage dans ses rangs. Alors, je vais prendre un exemple qui est très franco-français et qui ne vaut pas nécessairement en Suisse. Au fond, si on demandait à un échantillon représentatif de Français, c'est quoi les journalistes que vous connaissez ? Ça serait massivement probablement des journalistes de télé et des éditorialistes. Or, quelle est la caractéristique de l'éditorialiste qui, auprès du grand public, passe pour une des figures du journaliste? C'est qu'en gros, il est dispensé de l'opération fondamentale du travail journalistique, qui est d'aller voir et d'aller collecter de l'information, et qu'en général, il ou elle correspond à ce que les Italiens appellent tutologo. Il est capable de parler de tout de manière exhaustive. Ce qui, naturellement, est la garantie de faire quelque chose, alors, qui peut être brillant, vif, provocateur, mais qui n'est pas du journalisme. Donc là, j'aurais une suggestion modeste et pratique, puisqu'ils passent au maquillage avant d'aller sur les plateaux de télé. Je suggère que ces gens reçoivent un maquillage blanc craie et se voient poser un nez rouge sur le nez. Ça aiderait à faire des différences dans les débats sur les plateaux. Bon, dernier point que je voudrais aborder. Je pense en même temps que si cette pédagogie qui a été un des fils conducteurs depuis ce matin est indispensable, elle ne suffit pas. Et que si on s'imagine qu'il suffit d'expliquer ce qu'on fait, on est dans ce que j'appellerais l'illusion pédagogique, et ça peut malheureusement être un moyen de pérenniser business as usual. Alors, je voudrais énumérer, sans forcément avoir le temps de les traiter, 5 ou 6 rubriques disant non, c'est pas qu'une histoire de pédagogie.
Je pense par exemple, et là encore je suis peut-être franco-centrique, mais qu'il y a un problème de diversité sociale des journalistes. Alors il n'y a pas de prédestination sociale, tout le monde en fonction d'expérience, de trajectoire, peut apprendre à être un espèce de papier buvard, de l'altérité, à savoir écouter, à être dans l'empathie. Mais quand en France, la majorité écrasante des élèves et futurs étudiants qui vont occuper les positions centrales dans le champ, je ne parle pas du correspondant de Var Matin à hier, bon, ils ont des origines sociales extrêmement homogènes, CSP+, à fort capital culturel, et que à part une année Erasmus, ils n'ont pas une grande expérience de l'altérité, les classes populaires, ils les ont vues sur des cartes postales, ça n'aide pas automatiquement à être dans ce rapport d'empathie, d'attention, à avoir justement le moyen de nouer rapidement des rapports féconds avec des publics qui sont socialement éloignés. Je pense qu'il faudrait encore, mais c'est peut-être lié au point précédent, faire en sorte de reconsidérer la fameuse définition de la valeur d'information, la newsworthiness, et que, éventuellement, sans tomber dans je ne sais quel populisme journalistique, regarder le monde par le bas, avoir la même attention et empathie pour ceux qu'on appelle les petits que pour des gens plus importants, se poser par exemple la question des effets autant que de l'élaboration des politiques publiques, ça serait très intéressant. Je pense à un reportage de quelqu'un qui s'appelle le Guilcher Steak Machine. Il a été dans un abattoir en Bretagne centrale et sans nier un seul instant qu'il y avait de la souffrance animale, il y en a dans les abattoirs atrocement, il a eu l'idée saugrenue qu'il y avait peut-être de la souffrance ouvrière. Et il s'est intéressé à ce qu'on appelle les troubles musculo-squelettiques. Un kiné qui s'installe près d'un abattoir, il fait fortune de manière absolument certaine. Et d'ailleurs, si on pousse l'investigation loin, le coût économique supporté par la collectivité des conditions de travail dans les abattoirs, il est exorbitant, ce qui peut aussi permettre de reformuler des choses comme la fameuse question du trou de la Sécu. Bon, si j'ajoute, et je m'arrête là, deux, trois suggestions, je pense que, alors, non pas on est au point mort, mais qu'il faut être inventif dans les formes de coopération constructive basée sur la considération mutuelle qu'il peut y avoir entre les journalistes et le monde des sciences sociales. Et je pense que justement c'est une chose aussi qui peut aider à articuler, le comprendre et l'expliquer. Je dis ça parce que dans quelle France on vit, dans la postface, à un moment vous dites « j'ai jamais prétendu expliquer », ce qui est à la fois très honnête, et en même temps, c'est chouette quand on essaie de faire la connexion entre les deux. Et puis, enfin, je m'arrêtais là provisoirement, bon, si on rentre, et je crois que c'est la bonne formule, dans une nouvelle écologie de la production d'informations, il me semble qu'un des moyens de renouveler l'output en termes de couverture des nouvelles, de nouer d'autres rapports avec les publics, c'est que les journalistes arrivent à faire ce que Bruno Latour appelle de la traduction, c'est-à-dire nouer des alliances inédites. Alors, ça peut vouloir dire à la fois bien marquer sa différence avec un certain nombre de sites ou de gens qui disent produire de l'information qui n'est peut-être pas garantie aux normes ISO, et par exemple mobiliser un certain nombre de savoir-faire. Je clôt sur un exemple très pratique. C'est il y a 3-4 ans, il y a eu un petit scandale en Grande-Bretagne. On s'est aperçu que des membres de la Chambre des communes utilisaient des fonds qui leur étaient donnés à des fins professionnelles, parfois pour installer un jacuzzi dans leur appartement ou à des fins très personnelles. Et avec un système de transparence des documents, il y avait des dizaines de milliers de factures qui pouvaient être ouvertes. C'est-à-dire, quelle rédaction peut ouvrir, je ne sais pas, 50 000 factures? Donc, ils ont fait appel aux internautes sur leur site et bingo, ils ont trouvé un certain nombre de mains dans les pots de confiture. Bon, c'est un très bon exemple de mobilisation du public et d'une utilisation intelligente de ce réseau d'alliances à l'intérieur de cette nouvelle écologie.
Merci et désolé d'avoir été trop long. Merci, c'était pas trop long du tout, c'était fort intéressant. Je retiens notamment la question de l'explication au public, du rapport aux sources, de qui écrit, des effets, des coupes budgétaires dans les rédactions. Ce sont des questions, quand on va, en tant que co-rédactrice en chef, quand je vais auprès du public, ce sont des questions qui fusent de tous les côtés. On sent que ça intéresse énormément le public, parfois peut-être même plus que la genèse de tel ou tel article. En fait, c'est comment vous travaillez. Il y a une grande curiosité parce qu'il y a une grande aussi méconnaissance peut-être de ce métier qui est à la fois très exposé et très méconnu dans la façon qu'on le pratique au quotidien. On a parfois des films hollywoodiens en tête et puis la réalité d'une rédaction parfois passe un peu sous le radar. Madame Niva, ce qui a été dit là permet peut-être de rebondir. Vous disiez tout à l'heure, avant qu'on vienne, que vous n'aimiez pas trop les journalistes qui se mettent en scène. Toutefois, est-ce que expliquer dans quelles conditions on a fait son métier, dans quelles conditions on a été sur le terrain, est-ce que ça, ce sont des choses auxquelles vous êtes souvent confrontés? Comment vient le public auprès de vous? Merci Laura, bonjour à toutes et à tous. Que dire? Par quoi commencer? Je ne sais pas comment je vais m'en tirer. Mais moi, il me semble quand même que si l'on commence à expliquer comment on travaille, c'est-à-dire ce que vous avez écrit là dans le titre, quand les journalistes racontent leur travail tout en le faisant. Moi, si je commence à raconter mon travail en le faisant, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, soit je le fais, mon travail, soit je le raconte. Mais je ne fais pas les deux. Je ne le raconte pas en le faisant. Et si je commence à m'expliquer, c'est sans doute que j'ai été mise en cause. C'est sans doute que j'ai fait quelque chose qui a demandé des explications. Donc, ma longue expérience, puisque ça fait quand même à peu près 20 ans que je suis dans ce métier, montre que effectivement, on me demande plus aujourd'hui, on me demande davantage qu'il y a quelques années, quand je fais des conférences par rapport à mes livres, sur des retours de reportages de guerre, etc. On me demande bien davantage qu'avant comment j'ai pu faire. Comme si c'était pas possible de faire ce que j'ai fait. Donc déjà, on met en doute le fait que je l'ai fait. On le met de plus en plus en doute. Alors, il y a plein de choses. Comment j'ai fait pour passer d'un endroit A à un endroit B, comment j'ai fait pour interviewer tel chef de guerre, comment j'ai fait en tant que femme, comment j'ai fait. Et ça enlève, à mon sens, le focus sur ce que j'ai fait. Et ça me gêne beaucoup. Parce que... mais en même temps, je suis d'accord, j'ai pris conscience du fait qu'on posait davantage ces questions et je suis d'accord pour y répondre. Mais si on me les pose, c'est qu'il y a des raisons pour qu'on me les pose. Moi, je voudrais dire d'abord que je suis très fière d'accompagner tous ces étudiants de la JM depuis le début, puisque je suis là depuis la première volée ou la deuxième, je crois. Voilà, jusqu'à maintenant. Et que c'est dont vous, Laura, et d'autres sont là dans la salle. C'est-à-dire, moi, quand on est venu me chercher pour que je fasse un cours ici, alors que je ne suis pas prof, je n'ai pas dit oui immédiatement. C'était Vincent Kaufmann qui était venu me voir à l'époque, et je lui ai dit, si c'est pour faire un cours théorique sur le journalisme, je ne peux pas. En revanche, si c'est pour partager avec des étudiants qui ont envie de savoir ma façon de pratiquer le journalisme que j'aime faire, puisque je nage dans le luxe de la personne qui fait ce qu'elle aime, c'est-à-dire du terrain, où qu'il soit, et peu importe que ça soit en bas de chez moi en France ou que ça soit en Irak, en Afghanistan ou ailleurs, du terrain. Parce que, justement, il me semble que c'est ça la quintessence de ce métier. C'est pour ça que je l'aime et c'est pour ça que pour moi, il n'a pas changé. Malgré tout ce que l'on dit depuis ce matin, hier, avant-hier, les nouvelles technologies, certes, je m'y adapte, mais le socle journalistique est bien le même. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est raconter des histoires. Mais des histoires vraies. C'est raconter la vie des autres. Mais moi, je les invente pas, ces histoires. Pour les raconter, il faut que je sois allé les chercher. Je suis un passeur. Je suis un intermédiaire. Donc ça pose évidemment des tas de questions, notamment celle de la distance, de la bonne distance et de sa place. J'y reviendrai. Mais la méthode, elle est simple.
aller chercher l'histoire, ne pas rester, ne pas subir, ne pas se contenter qu'on vous nourrisse avec de la com. Combien de fois j'ai dit ça à mes étudiants? Mais aller la chercher, l'histoire. Et même quand on croit qu'elle n'y est pas, l'histoire, qu'on n'a pas de scoop, il y en a toujours une à raconter, parce qu'il y a toujours quelque chose à observer. Et donc, mes étudiants, depuis 10 ans ici à la JM, ce que je pense avoir fait en premier lieu, mais c'est ce que je fais avec moi-même, sans cesse, c'est les ramener sans cesse à la réalité. La réalité. Ben, la réalité, elle est parfois terne, elle est parfois ennuyeuse, elle est parfois pas évidente à comprendre, mais elle est ces faits qui sont là, qui sont têtus. Et là, il n'est pas question pour moi de gloser sur, après, vais-je utiliser le je ou le tu. Bon, on a ces questionnements-là aussi, on les a eus ce matin, tout à l'heure, et on les a avec les élèves journalistes qui me demandent souvent, mais alors, est-ce que j'ai le droit de parler à la première personne, etc. Moi, je pense que tout ce qui sert l'histoire est bon. Moi, mon but, c'est que mon lecteur, si j'écris un papier, au moment où il a commencé la première phrase, j'ai la certitude qu'il ira jusqu'au bout. Il ne va pas abandonner le papier en route. Voilà ce qui est pour moi la bonne jauge. Et donc, se rapprocher de la réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'en était peut-être éloigné. C'est facile de s'éloigner de la réalité. C'est facile d'aller dans le virtuel. Alors le virtuel, pour moi, ajoute quelque chose. Mais on ne doit pas oublier le réel. Sauf que le réel fait peur aujourd'hui. Mais moi, j'ai pas peur. Et souvent, j'ai l'impression que c'est ça que j'enseigne aussi aux étudiants. À ne pas avoir peur. À ne pas avoir peur, à aller se confronter avec cette réalité. Et puisque nous enseignons ici à la JM à Neuchâtel, il n'est pas question d'aller sur des terrains lointains, et encore que j'ai de plus en plus d'étudiants qui, pour leur mémoire, vont loin, et j'en suis toujours très heureuse. Mais ils me proposent des sujets très terre-à-terre, en bas de chez soi, comme vous aviez proposé, Laura, avec ce que vous aviez envie, ce qui vous était passé par la tête, c'était d'aller dans une morgue à Genève, de vous faire accepter dans cette morgue, de vous faire oublier presque, et puis de nous raconter ce que vous voyez pour que celui qui lise votre papier soit derrière votre épaule, puisse peut-être pas ressentir les mêmes choses que vous. Encore que je suis assez d'accord avec ce que nous a dit tout à l'heure l'Américain Conover, qu'on a été interviewé, sur le fait que tout est... Évidemment, il n'y a pas de réalité objective. Toute narration est un écart par rapport au réel. Oui, absolument. Toute narration est un écart par rapport au réel. Mais elle prend en compte le réel. Et le réel, c'est un effort d'aller le voir d'abord, le comprendre ensuite. On n'est pas tous sûrs d'avoir bien compris. Moi, j'ai pas honte de dire que je ne comprends pas tout immédiatement, ce que je vois, ce à quoi je suis confrontée, notamment sur mes terrains de guerre, où il peut se passer des événements sous mes yeux, et sur le moment, je ne peux pas en saisir l'importance. L'importance vient a posteriori. Mais je peux les raconter parce que j'étais là. Et ça, c'est une légitimité forte, qui est différente de celle de l'expert, qui est différente de l'éditorialiste. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous, Éric Neveu, cette confusion permanente disons, aux yeux du grand public, entre journalistes et éditorialistes, qui mène à cette décrédibilisation, à cette délégitimisation de notre métier, du journalisme. Je la combats, elle m'attriste, mais je ne me prive pas d'aller sur tous les plateaux de télévision où je peux pour montrer cette différence. Être éditorialiste et être journaliste de terrain, ça n'est pas la même chose. Alors, aller vers le réel, oui, c'est très important. J'essaie de retrouver mes notes. La réalité fait peur. L'immersion, on en a parlé tout à l'heure. Attention, j'ai entendu aussi que l'immersion, c'était se cacher. L'immersion, ça n'est pas se cacher. L'immersion, c'est
être au plus près avec, pour vivre les mêmes choses, tout en n'étant effectivement pas de la même culture. Quand je suis en Tchétchénie, quand je suis au fin fond de l'Afghanistan, quand je suis en Irak, quand je suis en Syrie, quand je suis dans un village en France, chez des gens pauvres qui subissent le déclassement social, je ne suis pas dans mon milieu, bien sûr. Je sors de mon milieu, je sors de ma bulle. Mais n'est-ce pas cela le journalisme? Si le journalisme c'était l'entre-soi, déjà qu'il y a beaucoup d'entre-soi, mais si, dans ces cas-là, il n'y aurait plus rien. C'est-à-dire ça serait de la com permanente. Moi, ce qui m'attriste aujourd'hui, c'est d'avoir justement parfois des journalistes eux-mêmes, ou parfois ça déteint sur le public, qui me posent cette question, qui me disent, mais des questions qu'on ne m'aurait pas posées avant et qui me font mal, qui me disent, par exemple sur la Tchétchénie ou sur l'Irak, à quoi ça sert que vous y alliez? Mais comment on peut poser une question pareille? Ça sert toujours d'aller voir. On n'a jamais tout dit. Un rédacteur en chef, il y a longtemps, quand j'étais dans une rédaction, puisque je ne suis pas restée très longtemps dans les rédactions, m'avait dit ça m'avait fait très mal, ça m'avait fait retomber toutes mes illusions sur le journalisme. Il m'avait dit, mais pourquoi tu veux encore retourner en Tchétchénie? T'as pas l'impression qu'on a déjà tout dit? Non, on n'a pas tout dit. Alors bien sûr, les guerres sont longues, donc elles lassent. Et bien sûr, soit on en dit trop, on se répète, soit on ne dit plus rien. C'est soit trop, soit pas assez. On n'est jamais dans la juste mesure. Et je me suis toujours dit que être au bon endroit au bon moment, c'est toujours très difficile. Par exemple, moi, j'aurais beaucoup aimé... J'ai couvert la deuxième guerre de Tchétchénie, celle qui a recommencé en 99, mais j'ai pas couvert la première, 94-96. J'étais trop jeune. Et en fait, cette entre-deux-guerres, qui était finalement 96-99, c'était sans doute le moment important que, a posteriori, on peut appeler un entre-deux-guerres, qui aurait pu raconter, expliquer de façon pédagogique bien plus clairement pourquoi il y a eu une deuxième guerre. Bon, donc le journaliste, il fait ce qu'il peut. Et malheureusement, il n'est qu'un être humain. Et nous ne faisons que raconter des histoires humaines. Nous ne résolvons pas des équations mathématiques. Donc, nous voyons l'être humain avec tous ses paradoxes. Et moi, ça ne me choque pas que Camille Kraft ait mis dans son attaque que l'autre l'a appelée cocotte. Au contraire. Ou qu'elle ait employé le tu, ce que j'ai employé dans un de mes livres sur l'Irak, Bagdad, zone rouge, parce que j'avais l'impression que justement par rapport au je, le tu amenait une espèce de distance de moi avec moi-même. Mais tout ça, ce sont des effets de style, ça n'est pas très important. L'important, c'est que le lecteur ne perde pas sa curiosité. Le lecteur ou le consommateur de l'information, donc quel que soit le médium. Donc moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent c'était mieux avant ou qui se plaignent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de continuer à faire ce que je fais. Et je le fais, quel que soit le médium. Je me suis adaptée tout simplement à toute cette crise dont on nous rabâche les oreilles, à tous ces nouveaux médias qui feraient que le journaliste serait tout différent. Non, le journaliste n'est pas différent. Les médias sociaux sont un apport immense, il faut savoir les utiliser, il ne faut pas s'en contenter. Je suis également d'accord avec David Dufresne quand il parle du suivisme des journalistes et de la paresse. Oui, la paresse est énorme et elle nous fait beaucoup de mal. Et moi, le journalisme assis, administratif, qui se répète, je n'en veux pas. Non. Moi, j'ai envie d'un journalisme qui garde toujours les yeux ouverts et j'insiste là-dessus avec mes jeunes journalistes à la JM, de leur dire d'aller... en fait, ils partent battus d'avance. Souvenez-vous, à chaque volet, je l'ai, cette remarque. Les étudiants me donnent leur plan A ou leur plan B, ils me disent « j'y arriverai jamais ». J'y arriverai jamais. Mais ils n'ont même pas essayé. Parce que ça leur semble difficile d'aller vers l'autre. Parce que c'est ça le journalisme. C'est aller vers l'autre. C'est essayer de le saisir dans toute sa complexité, dans tous ses paradoxes, sans le juger. Parce que moi, je ne juge pas.
Qui suis-je pour juger? Donc ça, on a pu me le reprocher aussi. Alors, et je n'appelle pas ça de la neutralité, du tout, ni de l'objectivité. J'assume complètement ma subjectivité journalistique, parce que la subjectivité est humaine. En revanche, elle est tempérée par de la déontologie, par de l'éthique, par le fait que je ne raconterai jamais sur le terrain un événement qui s'est passé sans que je l'ai vu. Puisque je n'y étais pas. Ce qui n'est pas le cas, enfin, ce qui n'est pas le cas d'absolument tout le monde. Vous parliez de correspondants de guerre c'est ce que qui je restent disais dans un au hôtel. départ. Mais ça a fait beaucoup de tort aux journalistes et au journalisme. Mais c'est pas grave, c'est pas la peine de continuer à se lamenter sur ce qui nous a fait du tort. Je pense qu'il faut continuer à montrer et à démontrer en le faisant, et non pas en se plaignant, en le faisant ce que le journalisme peut produire. Et le journalisme produit de l'excellence quand il reste ouvert, curieux sur le monde, et toujours en mouvement, et sans partir perdu d'avance, et sans croire qu'il faut des énormes moyens pour faire ceci ou pour faire cela. Et je peux vous dire que mes étudiants, je les requinque, et que à la fin de l'atelier, ils ont tous compris qu'ils pouvaient le faire. Ouais. Voilà. Magnifique, merci beaucoup, merci pour cette intervention. Le terrain a parlé. Peut-être une réaction par rapport à cette question du public qui pose de plus en plus de questions, voire qui met en doute, qui se demande mais est-ce que le ou la journaliste l'a vraiment fait? Est-ce qu'on s'explique cette défiance? Près du micro. Rapprochez le micro. Ouais, je sais pas. Non, rapprochez-le de vous. Ouais. Non. Je crois pas qu'il y ait une réponse. Il est fermé. Je pense pas qu'il y ait une réponse simple et unique à ça. Bon, il me semble qu'il y a toute une dimension. Alors, je vais reprendre par sténographie, je ne sais pas si c'est le bon vocabulaire, le terme élite, mais enfin, qu'il y a tout un processus de défiance à l'égard du personnel politique, enfin, qui, dans le cas français, peut être lié au sentiment que des alternances politiques n'ont pas amené de bouleversement dans les politiques pratiquées, qu'il y a une perte de confiance dans les dirigeants du monde des affaires, enfin, que même si ça ne s'exprime pas par le fait d'égrener des statistiques, c'est non seulement un sentiment, mais c'est une expérience que le creusement des inégalités sociales. Donc je pense qu'il y a tout un processus de défiance. Bon, et qu'effectivement, il y a sans doute aussi, c'est à mon avis un des ressorts du succès des fake news et d'un certain nombre de thèses conspirationnistes, au fond, un désir d'entendre ce qu'on veut entendre. Bon, et comme, je pense, malgré tout, ce que je disais tout à l'heure, une des limites ou un des travers du journalisme institué, c'est quand même de couvrir plus volontiers les sommets de la société que la vie ordinaire. Bon, on a un certain nombre de morceaux du puzzle, à mon avis, qui expliquent cette forme de défiance. Et comme en même temps... Alors, je ne suis pas d'accord avec M. Dufresne sur l'idée, on est peut-être tous émetteurs, mais il y a beaucoup d'émetteurs qui n'ont pas d'auditeurs, ce qui fait quand même qu'il y a une forme d'inégalité qui persiste. Mais comme de fait, il y a une énorme pluralisation des sources d'informations, on peut aller chercher d'autres informations, y compris des fariboles ou ce qu'on a envie d'entendre chez d'autres fournisseurs, oui. Je crois qu'Anne Niva. Sur oui, la vie ordinaire, comme vous venez de dire. Effectivement, dans mon livre « Dans quelle France on vit ?», qui est un livre sur les Français ordinaires, c'est un thème sur lequel personne ne m'attendait. Et évidemment, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai eu envie de le faire. Une fois de plus, démonter les stéréotypes. C'est pas parce que je suis reporter de guerre que je vais ne pas m'intéresser à la France, qui n'est pas en guerre, je le rappelle. Ce livre a été perçu de façon très différente de la part du public, donc des Français qui se sont sentis concernés, et des élites médiatiques. Donc, évidemment, le public a compris pourquoi je l'avais fait et comment je l'avais fait, et il en a été satisfait.
heureux, je le sais, puisque j'ai avant tout été donné des conférences d'abord dans les 6 villes qui avaient donné lieu chacune à un chapitre, puis ensuite à beaucoup d'autres villes grandes, moyennes et petites de France. Donc j'ai énormément de liens avec le public, et le public me disait mais pourquoi vous vous êtes intéressé à nous ? C'est-à-dire, il y avait véritablement cette question. C'est-à-dire, nous ne sommes rien, nous n'intéressons personne. Finalement, pourquoi vous l'avez fait ? Je me disais, mais c'est pas possible. Je retrouvais le même questionnement que quand je retourne en Irak ou en Tchétchénie, qu'on me dit, mais pourquoi tu y vas ? C'est trop dangereux, tu ne devrais pas y aller. Comme si c'était des raisons pour ne pas y aller. Bon. Alors qu'en revanche, l'élite médiatique l'a pas pris avec le même intérêt. Justement parce que il y a ce qui, selon moi, illustre cet immense fossé, bien sûr, entre les élites qui dénoncent entre la connivence politico-médiatique qui est dénoncée par le grand public en France. Donc ça, je l'ai énormément senti quand j'ai écrit ce livre. C'est un peu à ça que je faisais allusion en disant repenser la fameuse valeur d'information. Qu'est-ce qui est digne d'être érigé en objet d'information et d'être commenté, mais qui existe, ces travers de légitimisme, ils existent dans le journalisme, mais je pensais en vous écoutant à un collègue dans le monde académique qui est un très bon spécialiste des institutions européennes et qui, par des intérêts personnels, s'est lancé un jour à bosser sur le supporterisme. Et j'entends encore dans une cérémonie de soutenance d'HDR, mais des collègues disant, mais bon, arrêtez avec vos sottises, là. C'est pas un sujet sérieux, enfin, les supporters de foot et de rugby. Oui, et moi, surtout, tous les journalistes, mes collègues me disaient, mais arrête, la France n'est pas en guerre, pourquoi tu t'intéresses à la France ? Genre, sous-entendu, ça n'a aucun intérêt. Donc, c'était ça la différence énorme entre... et ça a abondé dans mon idée que de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est, en plus de faire du terrain, c'est de démonter les stéréotypes sur les terrains. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi là-dedans une certaine difficulté parfois de s'intéresser aux problèmes qui nous sont proches ? J'ai un exemple, on voit souvent sur des chaînes comme M6 des reportages sur le racisme aux États-Unis, ça ils adorent. Mais le racisme en France, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des grands reportages sur M6 sur le racisme institutionnalisé en France, par exemple. Et je dirais qu'en Suisse, enfin, on a un petit peu la même chose, où il y a un côté... On n'a plus de batterie, mais je continue comme ça. Vous m'entendez ? Il y a un petit côté, c'est plus facile d'aller parler des problèmes à l'extérieur, il y aura peut-être aussi moins de remise en cause, peut-être moins aussi de confrontation avec les personnes dont on a parlé. Serge Michel, qui est dans la salle, pourrait raconter son expérience au Bondi Blog au tout début, quand l'élite journalistique parisienne s'est posé la question de comment il était possible de traverser, d'aller en banlieue, de traverser le périphérique et de s'intéresser à ce qui se passait de l'autre côté. Mais bon, on ne peut que constater que cela est comme ça. Moi, le microcosme médiatique ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le public. Et c'est comment le public perçoit notre travail. Et c'est que moi, j'ai envie que le public continue à à sentir que le journalisme est utile. Parce que je pense que le journalisme est utile. Moi, c'est mon métier, c'est ma vie, c'est ma passion. Je le fais avec détermination, c'est du plaisir, c'est de la curiosité, c'est essayer de comprendre l'autre. Mais comme on est dans une société de l'ultra-immédiat, du jugement permanent, ce sont des valeurs qui vont à l'encontre de ce que prône le journalisme classique, je dirais. Mais le journalisme classique reste. C'est cela qui continue à apporter des informations et à faire en sorte... Comment on peut faire pour savoir ce qui se passe au fin fond de l'Afghanistan aujourd'hui si on n'a pas un reporter qui y va ? D'ailleurs, je vous ferai remarquer qu'on n'a plus beaucoup de reportages sur l'Afghanistan en ce moment. Bon, mais ça, c'est un autre débat. Le fait de se rendre compte qu'il y a généralement une corrélation entre là où se trouve l'immense machine de guerre occidentale, et plutôt américaine, et les médias qui s'engouffrent derrière elle, et le fait que quand cette machine s'en va, évidemment, les journalistes s'en vont. Mais il faut s'adapter à cela, il faut continuer à aller, comme j'essaye de le faire, et je ne suis pas la seule, dans des endroits où tout le monde ne va pas, tout simplement.
Par rapport à ça, on a eu dans le courrier de ce week-end tout un article sur la question de la France-Ivoire, donc la Côte d'Ivoire, la présence française militaire, avec un petit manque de couverture là aussi. Enfin voilà, autant l'Afghanistan, l'Irak sont aussi des zones de guerre qui ont intéressé les médias occidentaux. Quand on passe aussi du côté africain, ça devient un peu plus difficile aussi. Est-ce que vous avez cette impression ? Là, c'est pareil, je ferai référence de nouveau à Serge Michel, avec la France-Afrique. Avec le monde Afrique. Voilà. Mais ça, c'est une autre question. C'est la question du fonctionnement de cette machine terrifiante qui est, pour moi, j'appelle ça le tank de l'information. Hein. C'est un tank de l'industrie médiatique qui avance et qui broie tout sur son passage. Et si on n'est pas dans son sillage, on n'existe pas. Moi, j'ai fait le choix il y a très longtemps, et j'essaye de montrer à mes étudiants et à beaucoup de monde que c'est un choix faisable, qu'on peut fonctionner à rebours, qu'on peut fonctionner en tout cas en dehors de ce qui se passe dans le sillage de ce tank de l'industrie de l'information. Mais, et les MOOC, le fait que... et d'ailleurs, je trouve ça très bien, là, ce dessin. L'avenir des journaux, l'appli papier est formidable. C'est exactement ça. Le papier restera toujours une niche. Et c'est exactement ça aussi, sur votre droite, sur le bon journaliste est une bonne histoire. C'est tout, c'est simple. Raconter des histoires vraies, tout en ayant fait l'effort d'avoir été les chercher, en respectant des règles déontologiques, en respectant son public, en s'adressant à son public, en faisant œuvre de pédagogie, de clarté. Et ensuite se posent les questions de style et de... moi, je ne pense pas qu'écrire à la première personne, c'est se mettre forcément en avant. On peut tout à fait écrire à la première personne et ne pas être en avant. Tout simplement parce que, effectivement, on était là sur place. Donc pourquoi on n'écrirait pas à la première personne ? C'est légitime. Oui, c'est légitime. Monsieur Neveu. Quand j'entends Afrique, je fais immédiatement le lien avec un nom de l'industrie médiatique, Bolloré. Et je pense, un des problèmes, très concrètement, quand on fait un certain nombre de reportages sur l'Afrique, je sais pas, imaginons qu'on fasse une enquête sur les ports, bon, on risque fort des poursuites judiciaires par Bolloré, ce qui ramène à une autre des questions que je soulevais. On ne peut pas simplement dire le moyen de renouer le lien, la confiance, d'élargir ou de recomposer les publics, c'est une pédagogie de ce qu'on fait. Enfin, je pense qu'il y a aussi des choses très matérielles et qu'en particulier, il faudrait reconsidérer... ce livre qui est sorti, Informer n'est pas un délit, enfin, où on en est aujourd'hui sur la sollicitation artificieuse d'un certain nombre de lois en France et ailleurs pour entraver le travail des journalistes et éventuellement modifier les lois pour faire par exemple que ceux qui délibérément d'une manière dilatoire utilisent des procès en diffamation ou des recours de ce type pour intimider les journalistes, ils aient des sanctions financières et pénales qui les dissuadent. Ça, c'est aussi ça des conditions très pratiques pour reconsolider une nouvelle écologie de l'information. Non, mais il y a un problème avec, de plus en plus, effectivement, avec la distance par rapport à la production journalistique. C'est-à-dire, on a essayé de raconter une histoire sans prendre parti, ce qui est, à mon sens, le reportage, est devenu quelque chose, est devenu minoritaire. Oui, écoutez, non. Qui parle ? Il y a un canal radio qui s'est branché. Il est tout branché. Mais c'est, alors, écoutez, nous avons des invités surprises, en fait. On va écouter pour essayer de, je ne sais pas trop d'où ça vient. C'est Bolloré. Bolloré. On a parlé de Bolloré et les problèmes arrivent. Vous immédiatement, voyez. voilà. Mais ne nous laissons pas intimider. Non, donc, exactement. continuons à discuter. Continuons. Je vais passer aux questions du public. Une dernière chose, peut-être, pour Monsieur Neveu. Comment est-ce qu'on arrive à parler de la pratique du journalisme, qu'on soit journaliste ou sociologue, sans être immédiatement catalogué dans la catégorie des sachants, des savants, qui auraient des choses à expliquer au bas peuple, qui n'auraient pas bien compris, qui ne feraient pas bien l'effort? C'est quand même un écueil qu'il faut aussi éviter. Quand on va expliquer son métier, il faut à tout le moins faire l'effort de comprendre qu'il y a des questionnements en face, de les prendre au sérieux. Oui, je vais répondre des choses d'une platitude affreuse. C'est pas grave, on vous écoute. Enfin, je pense d'une part,
que selon une bonne vieille rhétorique classique, il faut essayer de voir quel est son public et de s'adapter à son public. Je ne sais pas si j'étais à une soirée d'une association dans une commune de 5000 habitants près de Rennes, j'aurais peut-être pas cité Leibniz. Je pense que très souvent le recours à des exemples, à des anecdotes, enfin à des trucs où il y a de la chair, ça donne du sens. Et c'était une formule d'un de mes collègues, Jean-François Bayard, qui disait non, c'est pas difficile de vulgariser les sciences sociales, faut le dire en parlant argot. Et je pense qu'il y a une idée derrière ça. Pas forcément parler de manière ordurière, mais jouer de l'hypocorrection, de métaphores, c'est aussi une manière de rendre des choses intelligibles. Nous allons passer aux questions. Je vais guetter, alors déjà, une première question dans le public. Le micro vous parvient. Voilà, il y aura deux micros qui circuleront. Ça marche. Bonjour, merci pour ce débat absolument passionnant. J'ai une question en fait de distance. Parce que en fait, quand on vous écoute à Niva, et on a tous une admiration sans borne, j'ai l'impression de trouver la bonne distance du reportage. Je vais faire exprès d'être provocateur. C'est plus facile en Tchétchénie qu'au Tour de France. C'est-à-dire que Éric Neveu, il a cité deux exemples. C'est les journalistes qui sont confrontés pendant un certain temps à des politiciens pour une campagne présidentielle, qui sont toujours en train d'être dans un rapport de connivence, de devoir négocier. C'était le cas de l'exemple de Sarkozy. Ou bien vous avez dit que les journalistes sportifs, et il y a un prix du mur à côté de moi qui va certainement lever les sourcils, au fond, ils avaient été incapables d'être les premiers à aller fouiller les seringues des cyclistes du Tour de France. Alors, évidemment, il y a plusieurs types de journalisme, mais je trouve qu'il y a une difficulté à trouver la bonne distance suivant les types de journalisme. Parce qu'en fait, les journalistes sportifs, ils sont au taquet. Alors, on peut vraiment pas dire que c'est pas des journalistes de terrain. Il n'y a pas plus sur le terrain que les journalistes sportifs. Il n'y a pas plus près de leur sujet que les journalistes sportifs. Et pourtant, on voit bien qu'au fond, ça pose aussi des problèmes. Donc, être prêt, ça suffit pas toujours. Même chose avec le journaliste politique. De nouveau, quand on va voir les vrais gens, comme vous allez voir à Niva, c'est des fois plus simple de trouver la bonne distance qu'avec les hommes politiques puissants que vous devez suivre pendant une campagne électorale. Alors j'aimerais vous entendre les deux sur cette question, au fond, de bonne distance. Il n'y a pas qu'un journalisme, quoi. Il y a une connivence à trouver parfois qui est nécessaire pour trouver de l'info. Ah, mais vous avez raison. La grande question, c'est la question de la bonne distance. Et ça s'apprend nulle part. C'est du terrain et de l'expérience. Et c'est effectivement, chaque journaliste, à mon sens, a sa façon de trouver la bonne distance. Et si j'ai choisi de faire du journalisme dans lequel je n'interviewe pas les puissants de ce monde, je laisse ça à ma tendre moitié, c'est que ça ne m'intéresse pas. Voilà. C'est que justement, je pense que j'aurai moins de plaisir à les interviewer parce que c'est quand même très souvent beaucoup de com. Hein. C'est que vous avez vu comment, enfin vous le savez tous, vous êtes sûr que pour aller chercher de l'info et une réponse sincère, en plus il y a une caméra, non, c'est très très difficile. C'est pour ça que moi j'aime faire autrement. Mais je pense avoir, en tout cas j'ai aimé autant le faire au fin fond du Moyen-Orient ou de l'Afghanistan qu'en France. Et je l'ai fait de la même façon, c'est-à-dire en prenant mon temps. C'est vrai que ça compte énormément. En partageant le quotidien et en écoutant beaucoup. Voilà. En posant des questions qui, de par leur libellé, n'induisaient pas déjà une réponse. Ça, c'est important aussi. Des questions qui montraient que l'écoute était sur le... et qui m'amenaient parfois à de tout autre sujet. Mais moi, c'est ça que j'ai envie de ramener dans mes histoires. Finalement, je parle d'un sujet et j'arrive à un autre. Dans mes civils, j'avais accolé à chaque ville un thème, donc il y avait le sentiment de déclassement, le sentiment d'insécurité, le malaise des jeunes... Évidemment, comme je suis restée trois semaines dans chaque ville en habitant chez l'habitant, les maires de ces villes en question ont assez rapidement eu vent que j'étais dans le coin et évidemment ils se demandaient pourquoi, parce qu'ils avaient l'impression que leur ville n'était pas du tout intéressante ou alors ils se mettaient à avoir peur en se disant « Ouh là là, pourquoi Niva est là, il y a un truc qui va se passer ». Et souvent, j'ai été un peu convoquée à la mairie. Je ne veux pas donner de nom, mais j'ai quand même un maire qui m'a dit « Mais je comprends pas très bien votre projet, votre travail à Niva, mais si vous êtes venu dans ma ville et que vous ne m'interviewez pas, mais alors qui interviewez-vous » Sous-entendu,
mais les gens ne sont pas intéressants. Ils sont pas dignes d'intérêt. C'est moi qui suis intéressant. Et c'est ma parole qui l'est. Ma parole qui veut dire quelque chose. Ma parole est légitime. Bon, donc voilà, ça donne une idée de la coupure. Mais vous feriez comment au Tour de France? Si j'étais journaliste sportif au Tour de France? Vous voulez dire... Oui, parce que quand vous allez voir un cycliste, vous pouvez lui demander, sans que ça induise de réponse, comme vous dites, vous vous dopez ou non? Vous pensez bien qu'il ne va pas vous répondre. Oui, d'ailleurs, les seringues sont là juste à travers, etc. Donc ça va être parfois plus compliqué. Je le ferai jamais, parce que c'est trop court. Moi, c'est trop court, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Mais, ça passe par la distance et l'immersion. Mon mari, qui a couvert 7 Tours de France, bien avant de devenir le journaliste de télé qu'il est aujourd'hui, m'a raconté des choses extraordinaires sur ce qu'il a couvert au Tour de France. Et notamment de la proximité qu'il y avait et qui n'existe plus avec les cyclistes, comme avec les footballeurs précédemment, comme avec le rugby, puisqu'il commentait du rugby. Tout ça, c'est aujourd'hui, vous le savez très bien, terminé parce qu'il y a la com, parce que chacun joue son rôle, parce que c'est peut-être des professionnalisations différentes dans chaque profession. On peut se lamenter ou s'en réjouir, je ne sais pas. En tout cas, c'est un fait avec lequel on est obligé de travailler. Et c'est pour ça que je ne le fais pas. Éric Neveu, sur la question de la distance, la juste distance. Moi, je ne vais pas intervenir sur la distance dans le rapport aux sources, je serais ridicule enchaîner comme ça, mais je pense que, si je raisonne sur la distance plus en termes de mise en abîme de ce qu'on fait dans le travail du journaliste lui-même, moi je dirais que les réponses que vous avez données à juste titre dans votre question, c'est-à-dire qu'il y a des paramètres du style, c'est quoi le degré d'inégalité du rapport de force entre le journaliste et la personne ou l'institution à laquelle il s'attaque, le pouvoir entre guillemets de manipulation ou de coercition qu'il peut y avoir, c'est quoi l'enjeu social fort ou faible qui est lié au thème, est-ce que du côté des publics, il y a une très forte suspicion, a priori, que le travail journalistique n'est pas correct et complaisant, etc. Et éventuellement, si tous ces paramètres-là sont forts, je pense que ça a du sens dans l'écriture du journaliste, d'une manière ou d'une autre, de rendre intelligibles ses interdépendances, ses difficultés, comment il a essayé de gérer avec. Si, non pas c'est facile, mais si ces contraintes spécifiques sont plus basses, il y a peut-être moins lieu d'en parler. Mais d'une certaine manière, je dirais, vous le faites quand même. C'est-à-dire que quand on commence le chapitre sur Dreux, bon, voilà, je suis assise dans une galerie commerciale. Vous faites partie de ceux qui confondent Dreux et Évreux, les pauvres hébroïciens. Je suis dans une galerie marchande, j'entends parler de Tchétchène, oui. J'engage la conversation. Bon, je pourrais, en tant que lecteur universitaire pervers, faire une lecture du chapitre en disant là, elle rencontre A, qui la met en connexion avec B, qui va l'amener chez C. Donc c'est fondu dans la narration. Mais c'est exactement ça. Mais je ne le cache pas. Non, mais c'est pas. C'est comme ça qu'on tire un fil quand on est sur le terrain. C'est une autre façon de raconter le terrain sans qu'il y ait un gros appareil de notes ou d'arrière-plan en disant. Voilà, c'est la façon journalistique, raconter une histoire. Au bon sens du terme. Ouais. Une question à notre gauche. Bonjour, j'avais une question pour Anne Niva. Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Et j'ai remarqué que vous aviez de grandes certitudes sur le public qui vous lisait. Alors je ne parle pas des gens que vous interrogez, mais là plus sur leur rapport à l'audience. Et pourtant, vous vous énervez quand quelqu'un vous demande mais pourquoi il faut aller en Tchétchénie, pourquoi il faut encore raconter ces histoires. Or c'est une question fondamentale. Pourquoi on y va, quelle est l'utilité, qu'est-ce qu'on va apprendre, etc. Et vous rejetez ça d'une manière que j'ai trouvée assez violente. Qu'est-ce que ça suscite en vous, cette question? Qu'est-ce que ça vient titiller? D'abord, je connais bien mon public, oui. Ça fait 18 ans que je publie des livres chez Fayard. Et ça fait 18 ans que je fais des book tours. Et ça fait 18 ans que je passe donc des soirées et des soirées à sillonner la France, la Suisse, la Belgique, les pays dans lesquels mes livres sont traduits pour rencontrer mon public, effectivement. Et pour moi, c'est très important parce que c'est une jauge. C'est une jauge de ce que le public comprend de ce que j'écris ou de ce qu'il ne comprend pas ou de ce qui l'intéresse. Et souvent, cette nouvelle question sur à quoi ça sert d'y aller, c'est une question récente. Et c'est une question de lecteurs récents, c'est-à-dire mes anciens lecteurs, les lecteurs qui me suivent depuis le début, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien lire un auteur et qui le suivent, ne me la posent pas. Parce qu'ils savent très bien pourquoi je vais sur le terrain, puisqu'ils le lisent dans mes livres. Donc c'est souvent une question de ceux qui ne m'ont pas lu et qui ont cette impression, de par le contexte médiatique ambiant, qui est un petit peu de dire
rien ne sert à rien. De toute façon, c'est pas parce que vous êtes journaliste, reporter de guerre que vous arriverez à comprendre le terrain. Eh ben, je suis mécontente qu'on pense comme ça, bien sûr, parce que je pense que le reporter de terrain a d'utilité, absolument, et qu'il fait la différence en allant sur le terrain, bien sûr. Vous n'en êtes pas convaincu? Si, vous me renvoyez cette question-là. Non, je trouve que toute question est bonne à poser et que peut-être c'est les gens qui ne vous ont pas encore lu. J'ai jamais dit qu'elle était mauvaise à poser. J'ai dit simplement qu'elle m'attristait. Elle vous touche. Oui, Voilà. bien sûr. Ouais, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne à poser. Et d'ailleurs, j'y réponds. Une question. Oui, votre présence à tous deux est pour moi providentielle car vous allez dénouer une énigme qui m'habite depuis 1 mois environ. J'ai commencé ma formation de journaliste assez tard et dans une école un peu inattendue, c'est le marché aux puces. C'est au marché aux puces que je puise les lectures les plus inattendues. Je suis tombé sur des perles d'un certain, par exemple, Jules Huret, totalement tombé dans l'oubli, journaliste du Figaro à la Belle Époque, oublié même, semble-t-il, au Figaro. En tout cas, ils ne répondent pas à mes mails pour avoir des nouvelles de lui. Mais j'en viens à 2 livres que j'ai découverts récemment au marché aux puces sur l'Union soviétique. Et peut-être que tous les deux, vous aurez un avis. Les 2 livres ont été écrits à la même époque, milieu des années 30. Tous les 2 par des gens que je crois très intelligents et très honnêtes. Je ne sais pas s'ils s'appelleraient eux-mêmes journalistes ou auteurs. L'un, c'est Charles Wildrac et l'autre, c'est Roland d'Orgelès. Et l'un a tout compris et l'autre n'a rien compris. Et je n'arrive pas à comprendre comment 2 écrivains, mais qui en fait étaient des enquêteurs sur place, de grand calibre intellectuel tous les 2, pas trop partisans tous les 2. Charles Wildrac n'était pas vraiment un stalinien jusqu'au boutiste. Et tous les 2 ont fait leur enquête au maximum de ce qu'un court séjour de quelques semaines... Pour aller en Union soviétique dans les années 30, il fallait quand même être bien avec le pouvoir soviétique. Eh bien, lisez d'Orgelès et ça, vous serez totalement détrompé. Excusez-moi. C'est justement la question que et vous quelle est posez. votre question, la monsieur question. Comment? Quelle est votre question? Ma question, c'est quel miracle fait que... Je croyais que ma question était claire, mais enfin, d'habitude, on l'attend. D'habitude, mes questions ne sont claires que pour moi. J'ai l'habitude depuis 72 ans. Mais ma question, c'était qu'est-ce qui fait que 2 journalistes parfaits, d'une certaine manière, parfaitement honnêtes, parfaitement équipés intellectuels, finalement, il y en a un qui comprend tout et l'autre qui ne comprend rien? Très bonne question. Je vais y répondre par une espèce de pirouette. Je ne sais pas. D'abord, c'est vous qui dites, donc c'est votre jugement, et nous n'avons pas lu ce livre et ces 2 livres. C'est vous qui dites que l'un a tout compris, que l'autre n'a rien compris. En tout cas, moi, je vais vous raconter en 1 minute quelque chose qui nous ramènera peut-être à votre histoire. Ici, à Neuchâtel, vivent un couple d'anthropologues qui s'appellent Pierre et Micheline sans livre. Ils devaient venir, ils sont pas là, mais ils ont été en Afghanistan pendant des décennies pour faire du travail sur le terrain, un travail extraordinaire, d'une richesse inouïe. Et on parlait tout à l'heure moi j'aime beaucoup les anthropologues et c'est vrai que je me sens un peu comme une anthropologue de l'ultra immédiat, sauf qu'effectivement le public n'est pas le même, comme disait Conover. Mais je vais vous livrer là juste ce qu'ils m'ont dit un soir où j'allais dîner chez eux quand je viens ici donner mes cours à Neuchâtel. Ils ont pris des notes, comme tout anthropologue, de ce qu'ils font pendant des décennies, et ils ont toujours travaillé ensemble, sur le terrain. Donc ils ont toujours été sur les mêmes terrains, tous les 2. Et chaque soir, ils s'échangent leur carnet de notes. Ils font lire à l'autre ce que l'un a écrit, et vice-versa. Et ils avaient l'impression de ne pas avoir passé la même journée. Or, ils avaient été ensemble. Toute la journée, ils avaient vu les mêmes interlocuteurs. C'est donc bien qu'il est possible de ne pas voir, d'entendre ou de comprendre la même chose. Et je viens d'y répondre. Et c'est ce qui était indiqué dans l'interview qu'on a pu entendre aujourd'hui de Ted Kennedy, qui disait, je vais voir 2 boutons ouverts d'une chemise, je vais le décrire. Ça aura une signification différente pour chacun. D'aucuns diront, il était décontracté, d'autres, il était négligé. Donc,
Il faut accepter cela, effectivement. Moi, je trouve que c'est une des magies du journalisme. Ça n'est pas pour moi une limite. Effectivement, on ne comprend pas tous le même papier, pareil, bien sûr. Et dans le cas des voyages en URSS, ce qu'il faudrait voir, c'est si sur ces deux journalistes, on leur a montré le même spectacle, à quoi ils ont accédé. Et pour revenir à la banale notion d'angle, ça dépend aussi des questions qui se posent. À supposer, ce qui est une supposition stupide, qu'ils aient pu voir et accéder à tout ce qu'ils demandaient de voir, selon qui se serait intéressé aux méthodes du système judiciaire soviétique, ils avaient peut-être des raisons d'être relativement critiques. Et navré de faire l'apologie du stalinisme, s'ils s'étaient intéressés au système de promotion sociale ascendante, ils auraient trouvé que c'était très bien. Et ils auraient eu raison. Oui, l'égalité entre hommes-femmes en Union soviétique. Merci beaucoup monsieur. Pour votre contribution. Je guette les mains qui se lèvent, mesdames aussi. Les micros vous sont ouverts. S'il n'y en a pas, j'ai peut-être une question qui rebondit sur un élément qui a été abordé tout à l'heure sur la question des procès de Bolloré, de la présence en Afrique. Est-ce que, en tant que sociologue, vous voyez aussi peut-être avec les procès Bayon qui se développent ces dernières années, avec une législation, que ce soit en France ou en Suisse, qui parfois peut avoir la dent dure envers les journalistes et qui va à l'encontre même de la déontologie journalistique, hein, ça on nous l'apprend assez tôt. Le devoir journalistique vous fera peut-être faire des choses qui vont pas dans le sens de la légalité. Est-ce que c'est intéressant, est-ce que c'est important d'expliquer au public il y a telle et telle poursuite judiciaire en ce moment, d'expliquer la situation dans laquelle le journaliste ou la rédaction se trouve par rapport à un conflit avec des personnes, voilà, telles Bolloré ou d'autres. Oui, bon, n'étant pas toutologue, je ne suis pas juriste, mais je pense qu'effectivement, c'est particulièrement important de sensibiliser le public à une tendance au développement de poursuites et des fois d'usage d'artifices juridiques, de textes de loi qui n'avaient jamais été tordus ou invoqués comme ça pour entraver les journalistes. Et moi, je pense aussi d'essayer de... Alors, probablement pas très réaliste à court terme, mais de promouvoir des législations beaucoup plus protectrices. Dans le peu que je sais en ce domaine, aux États-Unis, il y a des législations dites anti-libel system. Si vous êtes poursuivi en diffamation et qu'il s'avère que c'était des poursuites dilatoires et non fondées, les auteurs des poursuites, ils le sentent passer. Et je pense qu'il faut des sanctions pécuniaires à la hauteur de la puissance économique de ceux qui livrent les poursuites, et que c'est aussi un des enjeux. Enfin, je reviens là-dessus. Bon, recomposition complète, et c'est à la fois, je pense, terrible pour ceux qui le traversent, et c'est prometteur de nouveautés fantastiques de l'écologie du journalisme, mais il faut essayer de sécuriser, d'institutionnaliser un peu ça, et c'est une des fonctions du droit. Je regarde du côté du public, vous me faites signe. Ah, voilà. Merci pour vos interventions. Je voulais juste un peu, en fait, une des interactions entre vous qui m'a interpellé, c'est que vous parliez de la façon dont Hanniva avait amené dans son récit, en fait, quelque part les coulisses, c'est-à-dire voilà, comme l'anthropologue dans son moment réflexif qui va raconter l'accès au terrain, vous avez raconté l'histoire de votre rencontre avec vos enquêtés dans une galerie marchande. Est-ce que, ça s'adresse à tous les deux, du coup, ce genre d'artifice, si on veut, enfin, dans le récit, est-ce que c'est des choses qui... Est-ce que vous êtes d'accord de dire que c'est quelque chose un besoin nouveau, relativement, du journalisme actuellement? Et si oui, même si non, en fait, quels sont si on veut le transmettre ou voilà, est-ce que ça se généralise? Est-ce qu'il y a des mécanismes? Est-ce qu'il y a des façons dont il faut codifier voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Moi, quand j'ai raconté ça, j'avais absolument pas l'impression d'avoir une stratégie. Vous voyez, je n'ai fait que raconter la réalité. Voilà que j'ai décidé d'écrire un livre sur la France. Je suis à Évreux. Je vais dans une galerie marchande pour faire réparer ma chaussure, ma semelle. Parce qu'il n'y a plus de cordonnier ailleurs que dans une galerie marchande. Donc, du coup, ça me permet d'écrire qu'il n'y en a pas dans le centre, etc. Déjà, c'est des infos sur comment sont les villes en France, les villes moyennes.
Et dans cette galerie marchande, le premier discours que j'entends, c'est une langue qui m'est très familière, qui est la langue tchétchène. Et là, j'ai le retour de finalement la reporter de guerre que je suis, qui est que vraiment, je m'attendais pas du tout, dans ce coin-là de la France, à entendre parler tchétchène. Et donc, c'est pour ça que c'est parce que ça m'est arrivé, et parce que qu'ensuite, j'ai évidemment, grâce à ces Tchétchènes, pu immédiatement aller dans le quartier de la Madeleine, qui est un des quartiers d'Évreux dans lequel j'avais l'intention d'enquêter. Ça m'a bien sûr aidé, hospitalité tchétchène bien aidante, et que ces Tchétchènes, avec eux, j'ai eu un discours sur la France, alors que j'ai jamais demandé aux Tchétchènes leur avis sur la France. Mais là, du coup, je l'ai fait, et ça m'a permis je me suis évidemment dit que c'était ce chapitre que j'allais mettre en premier, pour harponner mon lecteur, bien sûr, faire en sorte de donner un sens au fait que justement j'écris sur la France qui n'est pas en guerre, mais moi la reporter de guerre, je trouve des Tchétchènes par hasard, et ces Tchétchènes me parlent de la France, des Français me disent que les Français sont feignants, qu'il y a beaucoup de travail en France, que c'est pas la peine de se plaindre du chômage, etc., etc. J'ai trouvé que c'était des propos intéressants à rapporter, vous voyez, voilà, et ensuite je déroule mon fil. Mais je ne sais pas comment cette espèce de justification, vous étiez là-bas, vraiment, qu'est-ce que vous faisiez, elle s'est modifiée pour les journalistes. Mais je pense à un petit bouquin très malin de Clifford Geertz qui s'appelle Ici et là-bas, où il dit simplement, le problème qu'ont tous les anthropologues, c'est de commencer par dire à leur lecteur, je vous assure que j'y étais, que je vous raconte pas des cracks. Et à partir de là, il analyse, à partir de 3 classiques, les stratégies narratives qui permettent d'établir qu'on était là-bas. Mais je pense qu'il y a un problème homologue quand on est journaliste. Moi, j'ai jamais ressenti ce problème, parce que, évidemment, moi, je sais que j'y étais. Il y a les billets d'avion. Non, mais c'est que vraiment, il y a un problème avec la réalité aujourd'hui. Mais je suis toute prête à répondre aux questions de ceux qui pensent que je n'y étais pas. Bien sûr, tout est facilement prouvable. Mais à mon avis, on perd son temps en posant ces questions-là. Moi, j'aimerais qu'on me demande plutôt qu'est-ce que j'ai vu, plutôt de si j'y étais ou si j'y étais pas. Quand je suis revenue de Tchétchénie, là j'y repense à l'instant, la fois où j'avais, suite au fait que j'avais été arrêtée par les forces spéciales russes, enfin bref, et que donc j'avais disparu pendant quelques jours, donc le jour où j'ai réapparu, j'étais à Libé, ça avait fait toute une histoire, et donc j'avais donné une conférence de presse sur le tarmac de l'aéroport de Moscou, en revenant, en arrivant après avoir disparu en Tchétchénie. Mais la seule chose que voulaient savoir, les seules questions que me posaient mes collègues dans les médias internationaux, c'était comment ça s'est passé avec les gens du FSB pendant votre questioning. Est-ce qu'ils vous ont maltraité? Est-ce qu'il y a quelque chose? Alors que moi, j'avais envie de leur dire, mais la Tchétchénie, ça vous intéresse ou pas? Mais j'y suis depuis 1 mois. Vous avez envie de savoir comment vivent les Tchétchènes, comment ils subissent cette guerre? Ça, je peux en parler ou pas? Donc, c'était le début de ce qui aujourd'hui est la norme absolue, mais j'en suis consciente aujourd'hui et je me laisse faire, entre guillemets. Le fait que, oui, je suis une femme. Oui, je suis une femme qui fait un métier d'homme, grand reporter, etc. Donc, je suis pas la seule. Il y a plein de femmes grands reporters aujourd'hui, mais à chacune de ces femmes, on pose ces mêmes questions, à savoir, c'est pas plus dur d'être une femme, c'est pas ceci, c'est pas cela, etc. Alors que je trouve que ce qui est le plus intéressant, c'est oui, je peux raconter, et je le fais d'ailleurs, en quoi je pense qu'être une femme sur des terrains de guerre, enfin sur ceux où moi je vais, qui sont des terrains musulmans, c'est un atout. Et non pas l'inverse. Et je peux vous le dire si vous avez envie. Mais je raconte surtout ce que j'ai vécu sur place, ce que j'ai ramené sur place. Parce que si on en est toujours à poser nos propres questions induites par nos valeurs culturelles, on va pas très loin. Moi, c'est pas comme ça que j'envisage le journalisme. Après, certains journalistes peuvent aller sur le terrain sans y aller vraiment, on le sait. Voilà, c'est la différence aussi entre l'immersion ou le fait d'arriver avec sa carte de journaliste, de dire mais dites-moi en 2 mots, là j'ai 2 heures sur place avant de devoir repartir et écrire. La question du temps, de la temporalité et de la latitude qu'on a, elle compte aussi pour
aller sur place, mais pas seulement physiquement, mais vraiment y aller intellectuellement aussi, aller visiter les personnes et les lieux. Oui, oui. Mais pour moi, une fois de plus, ce qui compte, c'est le public. Et le public, à mon sens, n'est pas dupe. Ouais. Le public sait beaucoup mieux qu'il n'en a l'air. Pas tout le monde, bien sûr, mais en gros, personne n'est dupe. Et ceux qui se satisfont des a priori ou de la paresse journalistique ou des histoires inventées, tant pis pour eux. C'est qu'ils ont envie d'y croire. Mais le journalisme qui ne se satisfait pas de cela existe, continue à se développer, continue à être enseigné, à être partagé. Mais les éditeurs ont une responsabilité aussi de promouvoir le journalisme qui va aussi... Oui, mais moi je suis aussi... moi qui j'ai été freelance toute ma vie, peu m'importe ce que pensent les rédacteurs en chef ou ceux qui dirigent et qui possèdent les rédactions. Ça m'est totalement égal. Et justement, aujourd'hui, je trouve que... Et c'est ce que je dis à mes étudiants, ils l'entendent, que enfin, justement, la force du freelancing apparaît évidente. C'est-à-dire que voilà, là, on a une grande liberté. Moi, je peux, parce que grâce justement aux médias sociaux, avoir un accès direct à mon public pour lui montrer ce que je fais. Donald Trump, il fait la même chose, hein. Il a un accès direct. Mais en même temps, ça ne fonctionne, si je pense à Conover ou à votre cas, qu'à partir du moment où on a accumulé un certain capital de légitimité et de reconnaissance, oui, aussi bien vis-à-vis du public. Ça fonctionne pas tout de suite. Ça fonctionne pas tout de Mais suite. de toute façon, sa légitimité, il faut la créer, il fait. faut l'obtenir. On ne l'a pas dès le départ. La phase d'accumulation, elle est coûteuse et éventuellement, tout le monde n'y arrive pas. Avis aux étudiants dans la salle. Je veux décourager personne par ça. Mais ils le savent, les étudiants, ils le savent parfaitement. Ouais. Et ceux qui ont vraiment envie d'y parvenir, ils y parviennent. Par rapport à la mise en scène aussi, là, tout à l'heure a été évoquée la question d'une mise en scène, mais je dirais presque un peu soft, qui est intégrée à la narration dans le chapitre en question, qui aide à la lecture et qui est fluide et qui n'est pas sensationnaliste. Il y a aussi les versants plus sensationnels de mise en scène, à tort ou à raison. On a beaucoup parlé de Cache Investigation pour ça, qui mettait... en tout cas, qui veillait à filmer la façon dont l'enquête journalistique se déroule. Et il y a eu cette question de est-ce que c'est légitime que ça devienne presque le centre. En fait, peu importe parfois les questions que pose Élise Lucet à certaines personnes, c'est comment on va voir Élise Lucet se dresser au milieu d'une assemblée générale pour essayer d'aller interpeller la personne. Et c'est ça qui va rester à la rigueur, parfois, peut-être même plus que les questions ou les réponses. Je ne sais pas, parce que, bon, ça supposerait que nous ayons fait des enquêtes sur les modes de réception et la pluralité des réceptions qui sont parfois extraordinairement imprévisibles. Alors, on peut effectivement faire une lecture qui est de dire par moment, elle en fait des caisses, c'est le Élise Lucet Show. Et d'un autre côté, je pense à une émission récente, enfin, le simple fait de se mettre en scène en bas d'un immeuble bruxellois où on voit qu'il y a une rangée de plaques de raison sociale, d'une certaine manière, ça donne une matérialité visuelle à l'existence des lobbies. Alors, ça suffit sûrement pas pour faire le journalisme idéal, pour expliquer, pour démonter, etc. Mais comment est-ce que c'est perçu par le public de l'émission? Moi, je pense qu'il faudrait faire des enquêtes là-dessus. Je lève les yeux vers le public. Là, une question. Monsieur. Au milieu. Je vous trouve bien silencieux. Oui, vous êtes là pour écouter plus que pour intervenir. Vous avez futur journaliste. Aucune question à poser. Toujours avoir des questions en réserve, toujours. Alors j'aurais effectivement préféré que ce soit les futurs journalistes qui s'expriment. Là, non, pas du tout. C'est un journaliste avec merci 30 ans d'expérience et de métier qui va profiter de votre présence pour déposer son fardeau devant vous. Vous avez parlé à Anne Niva à plusieurs reprises de votre public, vous dites bien le connaître. Moi, j'ai le sentiment, avec toutes ces années, que je croyais le connaître et que je ne le connais plus. La preuve, c'est qu'on vit dans une situation, en tout cas dans les médias quotidiens, régionaux, dans une situation extrêmement pénible, non seulement pour des raisons économiques qu'on connaît, mais aussi parce qu'on se rend compte qu'il y a une certaine désaffection d'un public, et qu'on a de la peine à savoir maintenant
comment le gagner ou le regagner? Alors, est-ce qu'à un moment donné, on a raté des étapes, des virages, ou bien est-ce que tout simplement, on ne sait plus raconter des histoires? Je ne peux pas répondre à votre place. Mais moi, je sais que je continue à faire ce que je fais depuis le départ, mais moi, c'est facile, j'ai jamais rien fait d'autre. Je raconte des histoires. Sur cette question des publics, moi je suis tenté de dire que les professionnels de l'information ne connaissent pas bien leur public au sens d'en définir les critères d'âge, de profession, de niveau de diplôme, etc. Et quand je dis qu'un des moyens de renouveler les pratiques journalistiques et de faire sauter un certain nombre de carcans, c'est de trouver des modes de coopération intelligents entre chercheurs et journalistes. Je pense que s'il y avait ces coopérations, par exemple, pour travailler sur l'identification extrêmement précise des publics, des habitudes de consommation des publics, des modes de réception, un avantage, c'est que ça libérerait les rédactions de se retrouver en face de services marketing ou management qui disent « mais nous, on connaît le public et on sait ce qu'il veut ». Alors, il y a des groupes de presse où c'est très bien fait, il y en a d'autres où c'est au doigt mouillé. Moi, j'ai le souvenir d'avoir suivi la thèse d'une collègue qui s'appelait Marie Brandwinder, qui étudiait les consultants qui renouvelaient les maquettes des quotidiens français en partant d'une parfaite connaissance du public. La majorité d'entre eux, voilà, c'était doigt mouillé et je sais que le public veut ça. Ça me fait rebondir sur un propos qu'a tenu Madame Niva juste avant, c'est que vous faites des livres aussi, pas seulement des articles. Et peut-être que là, le rapport au public entre des articles de presse dans une presse quotidienne, les articles très vite deviennent de la litière à chat ou un bouquin qu'on garde, éventuellement on va venir, on va vous le faire signer. Vous savez, la durée de vie d'un livre se réduit aussi comme peau de chagrin. Mais disons que là aussi, peut-être qu'en écrivant beaucoup, des livres... on continue, moi j'ai la même détermination sur les mêmes thèmes, etc. Ouais. Donc c'est peut-être ça. mais disons que ça fait venir peut-être aussi plus le public à vous, le fait d'avoir des livres, d'avoir... le support vous permet aussi peut-être de mieux connaître votre public. Je pense surtout que c'est vraiment que je fais la même chose sur la longueur depuis longtemps, véritablement. Ça joue. J'ai tracé une espèce de sillon que je continue bon an mal an sans regarder ni à droite ni à gauche à faire. C'est tout. C'est ça qui fait que j'ai l'impression de connaître mon public, même si justement j'ai dit tout à l'heure qu'il était une jauge. C'est-à-dire que ce public me montre aussi ce vers quoi aller. Et j'ai senti depuis moins de 10 ans, mais ça va beaucoup amplifier le fait que le public a besoin de héros. Le public voudrait que je sois une héroïne. Le public voudrait que je sois Wonder Woman. Le public voudrait que je personnifie tout. Alors, il faut doser. Il faut doser ça. Mais je me souviens très bien d'un commentaire qui m'avait beaucoup frappé. Mon premier livre, Chienne de guerre, avait été publié aux États-Unis et mon éditeur new-yorkais m'avait dit « You are the hook. The hook. It's you. You are the hook. » Je me suis dit « mais j'avais 29 ans. Je me suis dit « mais you are the hook. C'est incroyable qu'il me dise ça. » Et c'est ça, le harpon, je suis là, c'est moi qui amène les gens. Et j'ai fini par me dire, mais ok, je veux bien si c'est pour amener les gens à l'histoire des Tchétchènes. Si moi je peux être ce par quoi ça passe. Et ça a amplifié, bien sûr. Ça a amplifié, donc il faut faire avec. Une dernière question avant de conclure, monsieur, on vous écoute. Oui, alors c'est une question qui s'adresse autant à Niva qu'à Eric Neveu, parce qu'elle reprend le thème un petit peu de la journée, qui est un peu la réflexivité, c'est-à-dire à la fois on s'interroge sur les pratiques, bon je suis universitaire, et en même temps on essaye d'élaborer des critiques autour des pratiques, et c'est très intéressant de voir qu'on commence à dialoguer sereinement entre journalistes et universitaires. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors on a évoqué la question du point de vue, on a évoqué la question de la distance, et a été un peu abordée la question de la subjectivité, puisque
On le sait, c'est un débat qui nous anime chez nous quand on fait une recherche, quand on investit un terrain, quand on va à la rencontre d'acteurs, comment on se débrouille avec cette subjectivité. Vous l'avez dit à un moment donné en disant « j'assume ma subjectivité ». Alors, est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus loin? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée d'assumer cette subjectivité, sachant que pour nous, par exemple, dès qu'on se réclame d'une forme de subjectivité, c'est-à-dire d'une forme d'humanité, il semblerait que la dimension scientifique s'effondre un tout petit peu parce qu'on laisse apparaître un petit peu de sentiments ou d'émotions. Voilà. C'est là la grande différence entre le cadre universitaire et le cadre journalistique. Moi, je suis universitaire, je suis docteur en sciences politiques de Sciences Po Paris, et pour les universitaires, je suis une pauvre journaliste, et pour les journalistes, je suis rien, une universitaire. Donc, c'est toujours... Enfin, on est tous des êtres humains, on a tous de l'humanité. Donc, c'est une question de style, c'est une question de façon de travailler. Finalement, peu importe qu'on laisse passer de l'émotion ou pas. Moi, ce qui m'importe, c'est que, je me répète, c'est basique, c'est que celui à qui on s'adresse reçoive notre propos, le comprenne, qu'il soit clair, qu'il en reste quelque chose. C'est tout. Donc, sinon, ça veut dire que c'est l'indifférence totale ou alors le jugement permanent. Et ni l'un ni l'autre ne m'intéresse. Moi, je reviendrai à mon binôme comprendre, expliquer. Alors, en étant très manichéen, je pense que le journalisme, dans ses meilleures expressions, peut être bien meilleur que la littérature académique dans le comprendre, le côté dresser des portraits, pénétrer les sensibilités, les subjectivités des personnes, mais aussi parce qu'ils ont le droit d'utiliser 2 adjectifs dans la même phrase, de faire des descriptions. Alors que vous nous enviez. Si, oui, mais absolument. Alors que si on fait ça dans un article scientifique, c'est qu'on n'est pas un vrai savant et qu'on essaie de cacher son incompétence sous un nuage de fumée rhétorique. Donc je pense que là, il y a vraiment un terrain de réflexion qui est extrêmement important. Alors malgré tout, comme quand même on est les meilleurs, je pense que sur l'expliquer... peut-être expliqué de façon ennuyeuse, mais on est meilleur que les journalistes, et que c'est pour ça que réfléchir à... ça n'existe pas, le meilleur des 3 mondes, mais comment on pourrait faire le meilleur de la littérature, le meilleur du journalisme et le meilleur de la recherche académique ensemble, ça a un intérêt. Et d'ailleurs, on lit les papiers les uns des autres. Certains d'entre nous lisent les papiers des uns des autres. C'est pas beaucoup d'universitaires lisent des papiers de journalistes, ne le disent pas, bien sûr, mais ils les lisent. Oui, enfin, mais... Peut-être moins de journalistes lisent des papiers universitaires, c'est ça que vous voulez dire? En tout cas, pas jusqu'au bout, peut-être juste les extraits. Je ne pense pas qu'on puisse généraliser. Et du coup, je pense effectivement par rapport au début de la question, qu'un élément important, c'est aussi comment on peut institutionnaliser de manière souple des lieux comme aujourd'hui, des festivals, des remises de prix, des happenings, des social events, où des journalistes et des universitaires se rencontrent. Je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, enfin, quand même, en France, il ne faut pas raconter d'histoire, c'est je t'aime moi non plus, et ce qui domine, c'est quand même la condescendance ou la suspicion croisée. Non, c'est beaucoup mieux ici en Suisse. Mais même en Grande-Bretagne, moi je sais que la première fois que j'ai découvert ça, après une élection générale en Grande-Bretagne, une table ronde avec des universitaires et des journalistes, en plus, des journalistes... là je vais être méchant, mais qui écrivaient quand même des papiers 50 fois plus intéressants que les journalistes politiques français sur ce qui s'était passé en termes de réflexivité. Et ces gens-là se parlaient aimablement, se considéraient mutuellement, s'écoutaient, et c'était extraordinairement intéressant. Et j'ai jamais vu ça en France. Enfin, je sais plus, à un moment, on a eu un tableau disant, mais de quel droit est-ce que vous parlez d'un métier que vous faites pas? Mais moi, ça me sidère qu'un journaliste dont le métier, c'est de parler des métiers qu'il ou elle ne fait pas, ose nous poser cette question-là. Mais c'est hallucinant. Ça, c'est vrai. Magnifique. Merci beaucoup. Nous allons clore ici ce débat. Merci au public et aux intervenants. Vraiment, je pense qu'ils méritent des applaudissements. Merci à tous. Merci. Voilà. Et l'occasion de féliciter encore l'AJM pour ses 10 ans. Je passe la parole à mes pairs pour un Fast and Journalist.
Ah oui, d'accord. Alors je vais aller me cacher Loïs et puis Lopez, on se trouve après. Je suis journaliste à la télévision RTS, correspondant à Berne, et j'ai fait la deuxième volée de la JM. Je m'appelle Laura Dron, je travaille pour le journal quotidien Le Courrier, basé à Genève, et je suis de la 3e volée de la JM. Enquête, je suis obligé de dire enquête, on est à Berne. Il y a besoin d'enquête. Reportage. C'est-à-dire Format long. Trop long, toujours trop long, c'est toujours trop long, ce courant. format court. Moi j'aime les formats courts, j'aime ce qui est court. Kürzer ist besser. C'est ma devise ici à Berne. Je bosse pour du papier, donc traditionnel, mais pas d'une manière trop plan-plan. Moi je pense qu'aujourd'hui ça veut plus rien dire. On se retrouve tous là. Son. La radio, c'est ce qu'il y a de plus efficace. On a une voix directement dans la tête. Ça évite de s'embêter avec des plans compliqués à aller chercher sur le terrain en plus. Bah les deux, je suis désolé mais je suis obligé de prendre les deux. Moi sans vidéo je peux pas travailler et puis un sujet télé sans son, ben ça va être compliqué aussi. Les deux sont... s'il faut vraiment choisir, téléphone. Ben mail avec mon téléphone. On est obligé de répondre innovation, hein. C'est devenu le mot à la mode dans le journalisme. Je crois que personne ne sait vraiment ce que ça veut dire, mais on innove tous les jours. On essaie. Et tradition. Je suis une vilaine traditionnaliste, mais tradition pas ennuyeuse. Bah les deux. C'est nul, hein, je fais beaucoup de deux, non? Toujours les deux. Allez, je vais dire terrain en télé, surtout en télé il faut montrer. Et pour montrer, bah, faut être sur le terrain. Terrain, aller sur le terrain, c'est super important. Résolument optimiste. Optimiste, toujours optimiste. Alors là, du tac au tac, je vous dis optimiste, on va toujours vers le mieux. En tout cas, on y travaille. Voilà, je suis obligée de répondre médias indépendants, Le Courrier, ouais, ça compte. Je pense qu'un grand média peut être indépendant, en tout cas c'est ce que j'espère de ma rédaction, la RTS. La télé c'est clairement collectif et puis je pense que c'est bien aussi. Plus de cerveau, ça veut dire peut-être plus de créativité. Et là aussi, collectif, je suis obligée de répondre collectif, ils m'attendent tous à la sortie. Bah rédaction quand même, je pense que la base de notre métier c'est l'écriture, hein. Qu'elle soit radio, télé, internet ou papier, on commence toujours par écrire quelque chose. Rédaction, pas sans l'aide de l'édition qui est toujours là pour rattraper les balles. Ou presque, ils m'ont laissé passer 2-3 trucs des fois, je leur en ai voulu. Pour travailler, carnet. Carnet, c'est terrible. J'ai fait archéologie, alors je suis un peu vieux jeu. Intelligence humaine, il en faudra surtout beaucoup pour contrer tous ces algorithmes. C'est pas demain qu'on va être remplacé par des robots. Vous me posez une colle, c'est les deux des collègues. Je bosse plus souvent avec Darius, alors je vais dire Darius. Esther, girl power. Affaire d'État. Affaire d'État, c'est passionnant. Ça donne des films, des séries absolument fantastiques. Affaire d'État. Qui va répondre fait divers? Le fait divers, pour peu qu'il amène une dimension sociale intéressante. Je rigole, c'est bon. On est populaire et on fait du journalisme pour tout le monde. En tout cas, on essaye. Disons élitiste, mais pas trop. Déontologie. Déontologie, aucune hésitation là-dessus. Déontologie, c'est le cœur du métier. On a vraiment besoin, je pense, d'être balèze au niveau déontologique aujourd'hui. Fact-checking. Fact-checking pour contrer les fake news. Voilà. Bien, nous allons passer la parole à Annick Dubié. Merci encore et bravo à la JM pour ses 10 ans. Bravo. Voilà. Moi, je choisis fait divers, mais ça, c'est une autre histoire. On fera une autre journée pour en rediscuter. Je conclus très rapidement parce que vous avez été très braves de venir, d'écouter patiemment. Vous attend désormais dehors un food truck avec de la pizza et des boissons pour festoyer, parce que comme on l'a dit, il est bon de se réjouir. Je voulais quand même faire les traditionnels remerciements, même si c'est toujours un peu pénible. Permettez-moi quand même de remercier nos soutiens, parce qu'à l'heure qu'il est, il n'est pas toujours facile de trouver un peu d'argent pour vous régaler, faire venir les gens et ainsi de suite. Les fondations Jordi et Vers van Grafenried nous ont aidés à organiser la masterclass pour participer à la qualité du journalisme. Donc je crois qu'elles ne le regretteront pas. Nos partenaires, une grande partie de nos partenaires médias nous ont donné un peu d'argent pour nous aider, le Fonds national et ainsi de suite. Donc merci à eux. Merci aussi aux alumni qui tout au long de cette journée nous ont aidés à organiser
tout ce qui allait se passer. Vous verrez en sortant les dessins de nos 3 alumni qui ont croqué sur le vif quelques situations qui ont eu lieu aujourd'hui. Il y a eu les réseaux sociaux. C'est Maxime Fayet, je crois qu'il n'est pas là, qui a fait le graphisme de l'invitation, qui est aussi un alumni AJM. Vous avez vu que ce sont des alumni qui ont fait les vidéos que vous venez de savourer. Et puis merci à Laura d'avoir aidé à la modération. C'était très précieux pour nous de constater que les AJM savent faire leur métier plus bien d'autres choses. Enfin, que je n'oublie rien, donc vous ne pouvez pas partir d'ici sans votre petit sac. On s'est donné beaucoup de mal pour laisser des traces sur les réseaux sociaux et ailleurs, mais aussi en objet. Il y a des sacs, les alumni ont reçu des tasses, les étudiants aussi. Ne jetez pas le sac par terre parce que sinon votre tasse alumni n'y survivra pas. Et puis les intervenants ou les gens qui ont accepté de répondre aux vidéos, ils ont même un très joli carnet, puisque on l'a vu, le carnet reste quand même majoritairement l'outil privilégié. Merci beaucoup d'être venus, d'avoir fêté avec nous, et puis on se retrouve environ jusqu'à 21h. Après on fermera les portes parce qu'il fera froid et nuit, mais jusqu'à 21h vous êtes les très bienvenus. On aura un peu de musique aussi, ça a l'air de déménager un peu, mais ça ne devrait pas nous empêcher de discuter. Voilà, on se réjouit de vous retrouver là dehors de manière moins formelle. Bonne soirée.